Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous ne parlerons jamais assez de la propagande. Cette stratégie toujours chafouine, toujours subversive, qui consiste à propager à très grande échelle une communication qui vise essentiellement à tromper l'opinion publique, à la leurrer, à déstabiliser sa perception et à la conditionner de façon à lui inséminer des idées mensongères, à la mobiliser contre ceux qui tentent de l'informer vraiment sur la vraie situation, de la réveiller à la dure réalité des propagandistes, à battre le rappel des consciences pour se libérer d'un système qui a fait même basse sur le pouvoir et sur toutes les institutions. Il y a différents types de propagande, de la stratégie la plus fine, la plus subtile, voire même la plus subliminale, jusqu'à la plus grossière, la plus brutale, qui ne s'embarrasse pas de faux-semblants et dont la principale technique consiste juste à marteler le mensonge et à le marteler encore, inlassablement, en usant de tous les médias mobilisables, de tous les relais mercenaires, jusqu'à réussir à abrutir les consciences, à les neutraliser, à les anesthésier, à les zombiser. C'est souvent le cas du régime algérien qui use d'un formidable potentiel médiatique, en plus des milliers de relais Internet qui procèdent d'un tir nourri et incessant sur les cibles les plus fragiles, toutes celles-là qui ont été laborieusement conditionnées pour rester manipulables, pour servir de bosba à Lazareg, d'anti-hirakistes, de pro-juntes, dont la perception a été travaillée au point où elles confondent patrie avec régime, mafiocrate avec la guerre de libération, une junte prédatrice avec l'ALN, des partis politiques serviles à des alternatives politiques. Et inversement, les hirakistes à des mercenaires de ceux qui cherchent à détruire le pays, les vraies élites de l'opposition à des agents de la main étrangère, les légitimes revendications du Hirak en menée subversive. Ce sont ces masses informes, moutonnières, souvent isolées, prises en otage par des potentats locaux et des organisations de masse à la solde du régime. Des populations des zones d'ombre, pour reprendre la phraséologie du régime. Des couches entières de la société parmi les plus déshéritées, étroitement fliquées, bombardées de discours lénifiants, quasiment lobotomisées, qui constituent malheureusement le rempart naturel du système, des masses grises qui ne réagissent qu'aux stimuli de la propagande, qui sont malheureusement devenus, encore plus que le régime lui-même, le principal obstacle à la libération du pays et à sa démocratisation. C'est pourquoi il est urgent et vital que le Hirak entreprenne de les libérer de la gangue psychologique où elles sont figées, de se les rallier, de les réveiller de leur stupéfaction, de leur léthargie, de les sortir de la propagande mensongère où elles sont incarcérées. Et tout indique que ce travail a déjà commencé, qu'il a déjà produit des résultats énormes, même s'il s'est fait de façon inconsciente, sans préparations adéquates, sans véritable stratégie. Et ce sont généralement les journalistes citoyens du web, les cybermilitants et les rares médias non inféodés au système qui ont pu obtenir le fabuleux et inespéré résultat des derniers boycotts massifs, celui des présidentielles et celui du référendum sur la Constitution, qui ont retenti dans la perception du régime comme un avertissement très sérieux, puisque ces habituelles populations qui votaient systématiquement et qui permettaient au système de montrer des images de bureaux de vote pleins à craquer, se sont massivement abstenus de voter. Pour la première fois depuis l'indépendance du pays.
Et c'est bien pour cela, en plus d'autres moyens, que le régime est entré dans cette ultime phase de reconquérir ces populations qu'il est sur le point de perdre et qu'il considère comme l'ultime barrage contre le tsunami qui va de toutes les façons l'emporter à jamais. Mais regardez ces images de bureaux de vote tellement vides que le régime a dû recourir à des militaires en civil pour voter à la place des électeurs. Regardez. Que des militaires, le même âge, tous à la même coupe de cheveux. Ce sont des militaires en civil qui ont été envoyés voter jusqu'à 2-3 fois dans les bureaux civils, en plus que de voter dans leur propre lieu de résidence et dans les casernes. Voilà. C'est pour permettre aux caméras du régime de montrer des gens en train de voter. Et c'est cela, cette alarme très inquiétante pour lui de ces couches de la population qui se réveillent à sa vraie nature, qui deviennent de plus en plus insensibles à sa propagande, qui l'en a été amené à reprendre des méthodes qu'il a très largement éprouvées, celle de la reconvocation du terrorisme, de l'agitation des épouvantails, de l'agitation des peurs et surtout de recourir à un scénario catastrophe qu'il menace très sérieusement de mettre en branle, une guerre limitée avec le voisin de l'Ouest pour détourner l'attention des Algériens et les souder derrière lui contre un ennemi tout trouvé. Il ne fait aucun doute que ce scénario catastrophe est déjà en marche et qu'une stratégie de communication est en gestation pour préparer l'opinion publique, la conditionner, la mettre face à une autre tragédie qui va lui tomber sur la tête. Une sorte de méga contre-feu pour éviter de perdre le pouvoir et le voir restituer à un peuple qui attend son heure, patiemment, mais avec une inébranlable détermination. Mais comme ce régime est dans une éperdue fuite en avant, devant des échéances très menaçantes pour sa survie, il en est arrivé à ne plus pouvoir évaluer la situation de façon apaisée, un tant soit peu raisonnable. Il ne voit plus que les sombres perspectives de faillite généralisée pour un système rentier qui ne saura pas de toute façon se retourner, ni même trouver des fonds par le truchement de l'endettement extérieur, vont très certainement lui être fatales. Il est réellement en fin de ressources. Et très bientôt, beaucoup plus tôt qu'il ne croit lui-même, il ne pourra même plus arroser ses propres relais, ses propres soutiens qui ne fonctionnent qu'au graissage intensif des pattes et qui seront très certainement les premiers à se retourner contre lui. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش Algérie, la contre-révolution se gargarise. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Farida Hamidi, psychologue clinicienne, militante politique. Farida, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Merci, bonsoir. Lies Jbeili, ingénieur économiste, financier, fondateur de Algérie Droit Devant. Merci Lies d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamel Din, et merci à tout le monde. Merci.
Alors, depuis Strasbourg, j'ai appris maintenant, je ne dis plus Bruxelles, Asia Geshoud, Hirakiste, tout simplement. Asia Geshoud, merci d'être avec nous. Salam alaikum, Mazoul Fellaouen, merci de m'avoir invité. Merci. Et depuis Bjaya El Ghalia, Mahrez Bouish, enseignant universitaire, défenseur des droits de l'homme. Mahrez Bouish, merci d'être avec nous. C'est moi, Jamal. Azoul et les invités. Bonsoir à Jamal et bonsoir à vos invités. Bonsoir aussi à tous les Algériens qui suivent l'émission, que ce soit en Algérie ou d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, je vais vous proposer de parler à bâton rompu. De temps en temps, on se pose des questions, mais surtout qu'on fasse des tours de micro assez dynamiques. Je vous propose de rester à peu près 2 minutes et demie chacun, de synthétiser un peu pour pouvoir faire tourner le micro et ne pas vous laisser attendre trop longtemps pour que le micro vous revienne. Alors, Farida, comme ça, un jet sur ce qui se passe, sur ce Hirak du 22, que le régime croit avoir déjà neutralisé. Il croit avoir tout fait, tout mis en branle pour empêcher toutes les régions de se mobiliser, sauf la Kabylie, qu'il veut laisser sortir pour la faire paraître comme, pour faire paraître le Hirak comme un Hirak kabyle, seulement kabyle, qui n'est pas suivi par les autres Algériens. C'est une stratégie redoutable, machiavélique, mais qui m'engoule ils vont lourdement découvrir qu'ils se trompent beaucoup. Farida. حنا نقولوا سي اللي يحسب ياسر يلقى الزايد. يلقى الزايد. زواج لا يقول لي يحسب واحد يشيطلو. Voilà. Moi, en tout cas, depuis quelques semaines maintenant, la seule information qui compte pour moi, c'est que le 22 février, il faut qu'on sorte tous dans la rue. Donc, en l'occurrence, à Paris, la date, c'est le 21. J'espère et on fera en sorte qu'elle sera grandiose. Vous pensez qu'elle sera aussi importante qu'elle a été le 1er novembre 2019 ? Il le faut. Il le faut. هذا الحراك واجب وطني. Il le faut. Voilà, c'est pas on va inviter personne pour la libération et on va remercier personne en fait, c'est un devoir, il le faut. Voilà, on fait pas ça pour la gloire, on fait pas ça pour une médaille, mais parce que il le faut. Vu ce qui se passe et vu les dernières révélations sur la torture au pays, et c'est que l'arbre qui cache la forêt finalement. Donc c'est normal et il faut qu'on soit nombreux. Voilà. Après, pour moi, en tout cas, c'est le seul événement qui vaille, c'est la seule information qui vaille en ce moment. C'est le seul déroulement que je suis. Tout le reste, par protection, en fait, je ferme les yeux et je bouche les oreilles, sauf pour ça. Voilà, parce que voilà, si on revient un petit peu à ce que vous disiez au début de l'émission. On a un système qui a appris depuis toujours en fait à jouer sur la désinformation et la subversion, parfois en alternant, parfois en même temps. La meilleure manière de s'en protéger en fait, c'est de se boucher les oreilles. De se boucher les oreilles. Voilà. Moi, en plus, en l'occurrence, j'analyse un peu ce que j'entends, mais là, en ce moment, j'ai pas envie parce que mon énergie, elle va ailleurs. Yes. Je rejoins Farida et je vous rejoins. Donc le système, c'est un système qui va essayer de faire tous ses moyens, utiliser tous les moyens possibles en sa possession pour neutraliser le Hirak. Le Hirak est une idée. Le Hirak, c'est un process démocratique irréversible. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va neutraliser. Est-ce qu'il va neutraliser 3-4 régions et laisser une région faire son Hirak qui va l'appeler un Hirak kabyle? Pour moi, c'est un Hirak national, c'est un Hirak populaire, c'est un Hirak, il appartient au peuple algérien, c'est le patrimoine du peuple algérien. C'est un Hirak béni, c'est une chance, c'est une occasion qui va permettre au grand peuple algérien d'aller vers l'avant et vers la démocratisation de l'Algérie. Je pense qu'il va essayer de tous les moyens, la subversion, la division, les calomnies, il va faire appel à des alliances, ses alliés naturels, peut-être. C'est déjà le cas, il est en train d'approcher des partis politiques à qui il promet des sièges
Des sièges parlementaires. Les promesses vont crescendo, donc il va promettre. Maintenant, quand on promet, il faut avoir qu'est-ce que vous allez promettre. L'argent n'y est plus, l'économie n'y est plus. Il est en panique, il est en train, dans ses derniers retranchements. Je pense que nous devons sortir. Je rejoins Falida, elle a justement très bien dit. الحراك واجب وطني واجب وطني وإنساني واجب هذا من أجل الجزائر pour changer l'Algérie. C'est l'intérêt suprême de l'Algérie. Ce n'est pas nos intérêts personnels, c'est l'intérêt suprême de l'Algérie. Je pense que c'est un process irréversible, un point non-retour. Voilà. Assia Guichaud. Oui, alors je lis le titre de l'émission « La contre-révolution se gargarise ». Moi, je dirais que la contre-révolution s'étouffe parce que la situation pour eux est tout de même insurmontable au vu de ce qui s'est passé ces derniers temps. Il n'est pas possible pour eux de se sortir de cette situation. Il est clair qu'ils feront tout pour renvoyer une image plutôt négative de notre mobilisation. Ils y travaillent. Dur comme fer, mais ils n'y arrivent pas. Ça fait 2 ans qu'ils tentent et ils n'y arriveront pas. Le 16 février à Kharrata, le peuple va sortir en masse. Kharrata, c'est la Kabylie, mais la Kabylie, c'est l'Algérie. Ce n'est pas un autre pays, c'est toujours l'Algérie, ce sont toujours les Algériens. Le 19 février à Khenchela et le 22 février à Alger, bien sûr le 21 février à Paris, nous sortirons. Alors, il ne faut pas attendre qu'on nous dise de sortir, il suffit de mettre un drapeau sur le dos et de se mettre en marche. Et plus nous serons nombreux, mieux ça sera. Donc, je suis plutôt optimiste et je pense que ce qu'il faut, c'est convaincre tous les Algériens que c'est la seule solution qui nous reste. Mahrez Bouiche. C'est tout à fait clair, à mon avis, que le moment qu'il y a déjà un débat sur le Hirak et comment le redynamiser, cela c'est une preuve tangible et palpable que le Hirak demeure aujourd'hui en Algérie et aussi au niveau de la diaspora comme la solution la plus, je dirais, efficace à la crise que vit l'Algérie depuis 1962. Ce débat, effectivement, qui existe depuis maintenant un bon moment, depuis le mois de mars passé, au moment où le peuple a décidé de suspendre les marches à cause, bien sûr, de la propagation du Covid-19. Mais le Hirak est toujours une préoccupation nationale, une préoccupation de tous les Hirakistes, de tous les militants et de toutes les militantes. Parce qu'effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure par l'un de tes invités, Jamal, le Hirak est unité, l'idée ne meurt pas. Aujourd'hui, effectivement, il y a nécessité aussi de clarifier que le Hirak, ce ne sont pas juste les marches. Le Hirak, c'était les débats, c'était les lives Internet, c'est les discussions, les débats populaires, etc. Et les marches effectivement, ont été suspendues à cause du Covid-19, mais ça ne signifie en aucun cas que le Hirak est terminé. Maintenant, il faut faire justement attention, et comme tu l'as dit, Jamal, d'une façon, je pense, assez profonde, que bien sûr, la contre-révolution, elle est en marche, mais la révolution aussi, elle est en marche. Et parmi les éléments contre-révolutionnaires, c'est la propagande, la diversion et le détournement en utilisant bien évidemment l'information, les moyens de communication et les réseaux sociaux. Il n'est pas, à mon avis, nécessaire aujourd'hui de relier le retour du Hirak au 22. Le Hirak qui peut revenir le 22, comme il peut revenir le 26, comme il peut revenir le mois de mars, comme il peut revenir le mois d'avril. Plus important que le Hirak pour le moment, il est un projet que le peuple défend depuis le 22 février, enfin depuis le 16 et puis le 22 février 2019. Et quand le peuple décidera de revenir, il va revenir en force à condition de déjouer effectivement toutes les logiques contre-révolutionnaires. Et on va essayer justement de parler un peu de ces logiques, de ces méthodes de subversion, de contre-révolution, de désinformation. Nous apprenons par exemple, entre autres, que ce régime, pour isoler la Kabylie, qui est en train de devenir la proue du Hirak dans le pays, personne ne peut le nier,
est en train d'envoyer des émissaires au niveau de toutes les autres régions du pays, surtout le pays profond, l'arrière-pays, où la misère endémique règne, où le chômage, ce qui fait que beaucoup de familles vivent de la contrebande, trabandiste. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Entre Tébessas, Ogaras et l'Oued, 30 000 familles, pas personne, vivent de la trabande. Et elles sont, ces familles, sous la coupe de grands barons du trabandisme, très connus dans ces wilayats, Bessas, Ogaras, l'Oued, mais pas seulement. À l'ouest, c'est pareil. Au Sahara, c'est pareil. Et donc, ils ont envoyé des émissaires réunir ces barons du trabandisme, leur dire attention, c'est à vous de contrôler vos troupes, ça veut dire des trabandistes, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de Hirak dans vos régions. Si jamais il y a du Hirak, on vous coupe les vivres. Réellement, hein, c'est une vraie information que je vous donne là. Mais pas seulement, ils ont réuni les chefs de Zawiya, ils ont réuni les chefs coutumiers, l'Arash, ils ont réuni des potentats locaux, des milliardaires qui ont leur clientèle, etc. Ils leur ont demandé de tout faire pour empêcher le Hirak et isoler la Kabylie, la laisser sortir toute seule. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette information qui circule en ce moment? On continue comme tout à Oui, l'heure. oui, oui. Alors, quand les Algériens sont sortis, en fait, c'est justement, il y a Sofiane qui restera dans les annales comme plein d'autres Algériens, les gars, sur le plan vraiment de psycholinguistique, hein, de compréhension même de la phrase, la sémantique, la construction, c'est très symbolique en fait, parce que c'est pas quelques personnes, c'est un système. Oui. Et ce système-là, en fait, qui a alimenté une économie parallèle, ils ne viennent pas réclamer auprès de lui. Parce que quand il y a un trabendo local, en fait, non, de toute façon, dans le livre, c'est pas nouveau, ça, c'est très vieux. Dans le livre de la sale guerre de Souaidia, il parle bien de la région de Tbessa quand il parle de son engagement, en fait, oui. l'Askar. Il a bien dit que Tbessa, par exemple, il y a deux choix. Trabendo ou la casquetta. Ah oui, il n'y a, voilà. Y a rien. Il n'y a ni donc, industrie, voyez, ni rien. Donc rien. après nous, le déluge, oui. où tu viens dans nos bras, l'Askar, ou tu dire Trabendo. Les Ta'anathani, qu'on contrôle aussi. Et voilà, donc en fait, c'est dans le sens où on remet une économie qui fonctionne, où chacun aura sa place, aura son droit. C'est aussi ça, c'est aussi ça, c'est que l'économie, elle est gérée aussi par le droit. Ici, vous avez une formation vous ne pouvez pas imaginer le nombre de formations commerciales. L'IS, il est dans le domaine, il peut le confirmer, ou économique, ou de transport et de la logistique, où il n'y a pas de gros modules de droit. Oui. Il est partout, le droit. Oui. Donc, en fait, on parle de ça, de Trabendo et de 30 000 familles qui vivent de ça, mais parce que c'est des territoires de non-droit. Absolument. Ça veut dire que l'Ajim, il fait Tbessa, il a le Ando Tbessa taht yeddo. Sauf que Tbessa taht yeddo, ce n'est pas un héritage familial. Tbessa, c'est une ville de l'Algérie qui doit vivre d'une autre économie, que de ça. Elle est là, la symbolique, en fait, de Yitnaha Ouga. Ou huma ouch me fahmouch, en fait, c'est que hna kharjin pour tout ça. Oui. Une Algérie meilleure, une Algérie plus juste. Exactement. Mais l'Algérie, il y a assez de richesses comme ça, il y a assez de compétences comme ça pour que il y a des gens qui vont venir, qui vont reprendre les choses en main. On va ramer ensemble, comme on est en train de ramer maintenant, mais pour la construction. Voilà, c'est un processus de construction, le Hirak. C'est un processus de résilience, comme je l'ai déjà dit sur vos plateaux, et par lequel il va y avoir de la construction. Donc, ils sont dans leur rôle. Hein. Franchement, ça ne m'étonne pas. La destruction, ils sont dans leur rôle. Maintenant, c'est à nous de prendre notre rôle et de prendre notre place, de ne pas déjà prendre comme argent comptant ce qu'on entend. D'accord, c'est la banalisation. Ok, 30 000 familles qui vivent de Trabendo, eh bien, c'est pas normal. Dans une seule région. Hein. Dans une seule région, oui. Eh bien, et on va changer ça. Et tout à l'heure, je vais vous poser une question, et je parlerai surtout à
psychologue, à la sociologue en même temps, si un même régime de ce type peut s'amender et revenir à une ligne de conduite plus vertueuse. Je vous poserai cette question. Ilyas Jubaili. Moi, je me rappelle Vauban pour chasser les révolutionnaires, parce que Paris pour chasser les révolutionnaires, il fallait lancer les obus. Donc, c'est pour ça que Paris, l'architecture, c'est un quadrillage, Vauban. C'est le maillage. Comment le maillage. Donc, allez, on va faire une petite donnée. Donc, la contre-révolution, il veut mettre une contre-révolution pour complètement anéantir le Hirak. Sachant que le Hirak, il est beaucoup plus performant, entre guillemets. الحراك المبارك. الحراك المبارك. هما يقولوا المبارك. C'est eux. Même le président, même Tebboune, il dit que الحراك المبارك. Et Belhamir qui dit nous allons réaliser les revendications du Hirak al-Mubarak. Tout à fait. Que le président a béni. Absolument. Ouais. Donc maintenant, en fait, comment ça se passe? Donc la Kabylie en Algérie, voilà. Donc les autres, peut-être en Kabylie, la revendication, elle est beaucoup plus forte. Elle est beaucoup plus forte. C'est une culture, il faut le dire. Ouais. Maintenant, comment ça va se passer? Je pense qu'Alger, elle sera quadrillée, complètement bouclée. Ils vont mettre tout le paquet pour boucler Alger. Ils peuvent laisser la Kabylie, je vais dire, faire son Hirak. Ils vont l'appeler le Hirak kabyle pour essayer un petit peu détourner l'attention et tomber dans les mensonges et les calomnies. Et lancer ce qu'on appelle des appels aux autres régions, enfin pas peut-être leur allié naturel, les trabendistes, les barons, enfin les Zouis, la Roche, ils vont faire appel à ça pour dire attention, le Hirak c'est pas à nous. Il faut savoir peut-être les régions de l'arrière-pays, peut-être ils sont sortis pour des revendications sociales. Ouais. Mais la revendication sociale, elle est aussi une revendication politique. Évidemment. Parce que si vous arrivez à avoir une revendication politique, vous construisez un état de droit et démocratique, forcément, toutes les revendications, qu'elles soient sociales et économiques, elles seront satisfaites. Maintenant, comment ils vont faire? Il n'y a plus d'argent. Ces barons et ces trabendistes, il faut les alimenter. On ne peut pas acheter la paix sociale maintenant. On ne peut plus s'acheter. Moi, je considère... Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Parce qu'au fait, ils ont toujours acheté grâce à l'argent du pétrole. Comme il n'y a plus rien dans la besace, comment ils vont faire? Eh bien, ils vont jouer sur les médias, sur la propagande. Comme c'est un régime militaire, ils utilisent toujours la théorie du complot. Voilà. L'ennemi extérieur, l'ennemi extérieur, il y a des al-ajnabiyya ou al-kharijiyya Donc, ils vont identifier... Est-ce qu'ils pourraient aller jusqu'à une guerre avec le voisin de l'Ouest? Moi, j'ai relevé, j'ai suivi Belhamir, qui est porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication. Il a dit, concrètement parlant, sur deux choses. Il a dit que le Maroc, il est en train de recruter des centaines d'agents pour attaquer l'Algérie. Oui. Et il a dit en même temps... Nous allons en parler. Tout à fait. Déclarer une guerre préventive... ou une guerre éclair pour ressouder le peuple derrière, c'est un risque incommensurable, je pense. Après, ça, c'est... Le régime ne le prendrait pas? Ne le prendrait pas. Ne le prendrait pas parce que là, forcément... Ça devient imprévisible, incontrôlable. Non, c'est incontrôlable. Qui pourrait se retourner contre lui. Après, ça se retourne quasiment contre lui parce qu'on ne sait pas pourquoi il va attaquer le Maroc. On ne sait pas pour quelle raison. Le peuple, pour détourner l'attention des Algériens et instaurer une loi martiale qui permettrait de réprimer de façon très forte. Dans ce cas-là, pourquoi instaurer une loi martiale? Il peut aller vers un confinement définitivement. Il peut inventer n'importe quoi. Oui, mais il faut une raison valable. Il ne peut pas le faire comme ça. La raison valable, je pense, c'est un risque, vraiment un risque de folie, malgré que son esprit il est figé sur la guerre froide USA-URSS. Peut-être il va désigner l'ennemi, la guerre froide, mais ressouder un peuple en 10 jours, en ceci, je pense... Pas en 10 jours. Ça veut dire en prévision de la crise économique qui déboule. Parce qu'il n'aura plus les moyens, y compris d'acheter ses propres relais. Mais la guerre, ses propres soutiens. Mais la guerre a un coût. Il n'a même pas les moyens de déclarer cette guerre. Je vais laisser la parole aux autres, mais je vais prendre la parole à ce propos-là par la suite. Il n'en a pas les moyens. Écoutez, l'armée a un budget, il n'en a pas les moyens. C'est pas une question de budget. C'est même pas une question de budget. C'est une question de morale. C'est une question psychologique. Il y a eu des révélations il n'y a pas longtemps d'un jeune YouTuber. Est-ce qu'il y a eu des démentis?
Moi, tant qu'il n'y a pas de démenti pour moi, elle بديل. La personne, elle a... Sur le viol Non, bah, sur l'état sur l'état des Talgish. Les jeunes, les appelés, les gens qui sont censés aller faire la guerre, là, le régime a même peur qu'ils se retournent contre lui. Et il n'a pas démenti qu'ils sont dans un état lamentable, qu'il y a une hémorragie, plein de gens, de jeunes, de Meljish qui sont en fuite, plein qui déposent leur démission, des suicides, plein. Est-ce qu'il y a eu un démenti? Il n'y a pas eu de démenti. Donc pour moi, c'est une information fiable. Donc en fait, ils n'ont même pas les moyens. C'est du bluff. Qui m'a dit Walid, les le lendemain matin. Eh ben kif, c'est du bluff, en fait. Rapidement, forcément, une guerre, il y a un coût, il y a un calcul. Moi, personnellement, j'écarte cette... Vous n'y croyez pas? Non, personnellement, non, vraiment, c'est un coup d'estomac, quand même. Alors, le février leur fait peur plus que... C'est ça qui les fait en fait dire des choses absolument abracadabrantes. Ils sont en panique, alors ils disent n'importe quoi. Alors, Mahrez Bouich, avant de vous laisser vous exprimer sur cette question, j'aimerais que vous me répondiez très vite, si c'est possible, sur une question que je vous pose. Pourquoi les Baltagia, les Doubeb en Kabylie, les KDS, les Kabyles de service, rasent les murs, qu'ils ont peur, qu'ils sont... Ils rasent vraiment les murs. Alors que dans les autres régions du pays, excusez-moi de dire les choses comme elles sont, les Baltagia, les Doubeb, les Chiyatin Nizam, ils se dandinent en plein boulevard. Ils se dandinent réellement comme les punaises là, trop gorgées de sang qui marchent comme ça. Vous voyez? Expliquez-moi, Mahrez Bouich, s'il vous plaît. Personnellement, Jamal, je ne vois pas les choses ainsi. C'est-à-dire que je pense que la question du retour du baltagia d'Internet ou les doubeb électroniques se fait au même titre qu'en Kabylie qu'ailleurs. Je ne pense pas qu'ils rasent les murs en Kabylie. Au contraire, il y a maintenant un retour, je dirais, graduel, mais un retour bien, je dirais bien structuré en matière de campagne médiatique, de campagne contre-révolutionnaire adoptée justement à la fois pour... Et ils le font en plein jour comme ça, en se montrant. Ils le font en plein jour, c'est clair. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas oublier que le régime a ses relais au même titre qu'à Abdjaya, qu'à Constantine, qu'à Annaba, qu'à Ouargla, qu'à Tamnalasset. C'est presque je dirais les mêmes forces. Ils ont les mêmes moyens, ils ont les mêmes forces. Et ils le font à ciel ouvert. C'est clair, parce qu'il se fait justement poser, comme je l'ai dit déjà auparavant, qu'à un moment donné, pendant le Hirak, certainement, ils ont pris un peu la position silencieuse, mais avec le temps, ils sont réapparus d'une manière un peu graduelle, que ce soit à Alger ou à Constantine ou en Kabylie ou ailleurs. Ce qui explique... D'accord, vous m'étonnez, je pensais vraiment que c'était le contraire. C'est une démarche... Ce qui explique jamais que c'est une démarche structurée, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens, qu'ils sont structurés, qu'ils ont tout un armada de moyens, etc. J'ai dit rapidement pour deux raisons essentielles, à la fois anéantir le Hirak et en deuxième lieu, c'est pour le diaboliser. Ça, c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui font ce travail depuis, je dirais, depuis le mois de mars passé à nos jours. Alors, et au sujet de ces démarches du régime pour tenter de tuer le Hirak un peu partout sauf en Kabylie, qu'est-ce que vous en pensez? À mon avis, je pense que le pouvoir va jouer encore avec le feu s'il va utiliser la carte de la Kabylie, parce qu'il y a un risque de dérapage énorme. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. En Kabylie, il y a maintenant, je dirais, un autre danger, entre guillemets, c'est qu'il y a une nouvelle tendance, enfin, il n'y a pas une nouvelle, mais il y a une tendance politique séparatiste. Donc, je ne pense pas que le pouvoir va jouer cette carte. Et s'il va jouer cette carte, ça va être un jeu très, très, très dangereux, tout en sachant que le Hirak est parmi les acquis du Hirak, c'est que il a réhabilité la cohésion nationale. C'est-à-dire quand on entend Jazair Hora Demokratia
à Karkhanchla ou à Tibissa ou à Constantine ou à Abdjaya ou à Tizi Ouzou, je pense effectivement qu'il faut avoir le courage de le dire haut et fort que le Hirak a ressoudé un peu la cohésion sociale qui a été touchée dans son cœur depuis quelques années par, bien sûr, les démarches de régionalisme, de benamisme, de guerre idéologique des régions contre une autre région, qui sont des démarches, bien sûr, adoptées par le système. Je ne pense pas que le pouvoir va jouer cette carte. Ce qui va ici, peut-être, c'est beaucoup plus, comme j'ai dit tout à l'heure, adopter des stratégies contre-révolutionnaires, en particulier les médias, dans la perspective de diaboliser le Hirak au niveau national. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Bon, il est dans sa logique. Hein. Effectivement, les Hirakistes maintenant doivent réfléchir d'une façon rationnelle, stratégique, pour ne pas justement tomber dans le piège de la contre-révolution. Bien sûr, sur le terrain maintenant, on le constate à travers les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier, quand on lit un peu les ouvrages sur la révolution tunisienne ou la révolution égyptienne, les spécialistes en communication du moins ont révélé que les réseaux sociaux en 2011, 2012, 2013 ont joué un rôle très important dans la chute du régime de Mbarak. Et justement, ce sera le prochain sujet du prochain tour de micro sur ce qu'a déclaré Belhimer et le monsieur du Parlement, comment il s'appelle, Fennish ou Nishish ou Chennin. Alors, Assia Guichoud, sur cette question. Oui, sur cette question, je voulais revenir à ce que vous disiez par rapport à la stratégie de ce régime. N'oublions pas que c'est une dictature militaire, donc ils n'ont qu'une seule stratégie, c'est des stratégies de guerre. Hein. Ils n'ont pas des compétences politiques, donc leur seule stratégie, ce sont des stratégies de guerre et ça passe par des moyens perfides. Notamment essayer d'acheter les uns et les autres, les détourner, etc. Mais ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est leur dernière carte. C'est les dernières cartes qui sont en train de jouer. Le peuple a compris, ça fait des semaines que le peuple veut sortir. Le Hirak ne s'est jamais arrêté. Quand j'entends que le Hirak s'est arrêté, non, je ne suis pas d'accord. Le Hirak se vit tous les jours, ce n'est pas forcément dans les marches. C'est aussi dans les moyens de survie qu'a trouvé le peuple pour continuer justement à survivre dans ce pays. C'est aussi une façon de faire le Hirak. Donc le peuple a véritablement envie de sortir aujourd'hui et je pense vraiment qu'il va sortir. Le 22 février, je pense que le peuple va vraiment sortir en masse. Donc quand vous parliez par contre de déclarer une guerre au Maroc, il faut savoir que ce régime n'a plus les moyens, il n'aura jamais les moyens de déclarer une guerre à qui que ce soit. Et encore moins au Maroc, ça a beau être une puissance militaire en Afrique, il n'a pas les moyens de se payer une guerre, déjà sur le plan diplomatique, parce que cette situation elle est très très grave sur le plan international et sur le plan financier, bien sûr, on le voit bien. Donc il n'a pas les moyens de se payer une guerre et il est très peu probable qu'on aille vers ce scénario. Donc je pense qu'il faut rassurer quand même les téléspectateurs qui nous écoutent, le peuple, qu'on n'ira jamais vers une guerre. Il faut savoir que sortir le 22 février, j'aimerais vraiment que les personnes qui nous écoutent et le peuple d'une manière générale comprennent que ce régime ne passera pas à la répression. Mais lazim shtrafo, lazim ntkharjo. Je le dis, même si je suis assise confortablement chez moi en Europe, mais je vous assure qu'aujourd'hui, ce régime ne pourra pas répondre par la répression. C'est impossible. Il ne pourra pas aller vers cette solution. Alors, nous allons écouter un peu M. Belhimer, M. Chennin, nous parler de l'Algérie qui serait visée par des ennemis extérieurs et intérieurs et qui nous parle surtout d'Internet, de ce grand plan que vient d'adopter le régime qui vise à... Parce qu'il sait que le Hirak repose essentiellement sur les réseaux sociaux et sur les médias les plus honnêtes, dont nous honorons d'en faire partie. Je nous jette un peu de fleurs. Mais donc, ils veulent récupérer les réseaux sociaux hirakistes pour les transformer en réseaux
contre Hérakiste. Il promet néanmoins, en se servant du prétexte marocain, hein. Il dit que le Maroc dispose de 450 sites électroniques qui ont mission de s'attaquer à l'Algérie à travers une guerre médiatique non justifiée. Ça veut dire pour inciter les sites algériens à se transformer en machines de guerre anti-marocains. Mais en fait, pour se transformer surtout en sites électroniques anti-Hirak et pro-régime. Et pour les encourager, il promet de donner 1 milliard de centimes à chaque site qui se mettrait au service donc, de cette mission. Nous allons l'écouter, nous parler d'abord de l'Algérie qui serait visée. Écoutons-le, monsieur Belheimer. من هنا ومراعاة لكون أزيد من 70% من الجزائريين يتصفحون الإعلام الإلكتروني عبر هواتفهم النقالة الذكية حسب عملية صبر آراء أجراها مرصد المجمع الجزائري للشركاء الرقميين، فإنه بات من المستعجل التصدي باستمرار للجريمة الإلكترونية، وذلك بالتركيز على ضمان سيادة سيبرانية. الركيزة الأولى إنتاج محتوى وطني نوعي على المواقع الإلكترونية الإعلامية والأرضيات العلمية. إن الجزائر التي تسعى لصناعة محتوى وطني رقمي احترافي مستهدفة بحرب إلكترونية مهيكلة تتقاطع أدرعتها بين جهات أجنبية راهنت على فشل المسار الديمقراطي الذي حمله الحراك الشعبي وأوصلته الانتخابات الحرة إلى بر الأمان. لقد استهدفت هذه الحرب المسعورة مؤسسات الجمهورية، وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي لن يستغفر لها أعداء الأمس واليوم ثباتها على عهد الشهداء في الدفاع عن سيادة وأمن واستقرار ووحدة الوطن بكل شجاعة وبقدرات قتالية احترافية. وبنفس العزيمة والكفاءة يتصدى المنتسبون للمؤسسة العسكرية الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والتكنولوجية العالية لمخططات المغامرين مهما تنكروا بأسماء مستعارة وأقنعة ملونة وأدوار متقاسمة عبر مواقع الفضاء الأزرق. Et monsieur Chennin, nous allons écouter monsieur Chennin. تستدعي مكافحة الجريمة الإلكترونية والوقاية منها، تطوير استراتيجية وطنية لليقظة الشاملة ضد هذه الجرائم التي تزداد تهديدا وانتشارا وتحولا، وذلك بسن التشريعات الحينية. ولهذا كل مرة يجب أن نشرع ثم نشرع، والحاجة ملحة لأن أشياء مستجدة لم نعهدها من قبل. أمام هذه التحديات والتهديدات أصبح من الضروري علينا جميعا أن نكون يقظين حيال كل هذه السلوكات الإجرامية والمناورات الخارجية، وأن ننخرط جميعا في المساعي الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الوطن وسلامة المواطنين، والعمل على تحسين جبهتنا الداخلية في العالم يزداد تحولا وعرضة للتهديد. Alors, le ministère de la Communication consacre une somme d'1 milliard de centimes comme crédit au profit de chaque société médiatique électronique naissante et leur attribuer des sièges locaux. Et il dit aussi il faut encourager le paiement électronique pour accompagner les services qui présentent des sites électroniques. Il n'est pas concevable que l'Algérie ne possède que 30 sites électroniques. Et plus loin, il dit il existe au minimum 450 sites électroniques marocains qui ont mission de s'attaquer à l'Algérie à travers une guerre médiatique non justifiée. Voilà, j'ai tout dit. فريدة مالا كاين سوارد كي عاد عندهم 1 مليار دو سنتيم دوني 1 milliard c'est rien. ما كانش كار تاع الحليب بصح كاين مليار يمدوه لي Non, سيت pour faire 450 sites comme le Maroc, ça va coûter 450 milliards de centimes. Ouais. Pour eux, c'est rien. Oui. Bon, blague à part. Ouais.
Franchement, je viens de l'entendre. Je ne les écoute pas. En tout cas, pour moi, la meilleure manière de faire disparaître l'indésirable, c'est de ne pas l'écouter et de ne pas lui donner de l'importance. Donc, comme je vous ai dit au début, vraiment, en ce moment, j'ai des œillères et des boules qui est, en fait, j'entends pas, je les vois pas. Déjà, ils ont toujours été inexistants. C'est pas de la politique. C'est pas, enfin, voilà, ça n'a pas de sens. Pardon alors de vous les infliger ici. Vraiment. Par contre, bon, j'ai noté une ou deux choses. Et en fait, c'est que du vieux. En fait, peut-être que c'est des nouvelles phrases, mais que du vieux. Ils ne sont pas se renouveler. Ben non. Chouhada, bien sûr. L'utilisation de ce... Voilà. Donc, il faut bien qu'il... Tawrat November, Chouhada. الآية دي الخارجية. هذه الآية دي الخارجية راح تهبني أنا. Je les vois comme des gens qui sont là, il y a plein de mains, en fait, autour d'un extraterrestre, mais il faut dire. En fait, ils ne parlent que de ça. يم الأيادي الخارجية الكبار هما à l'intérieur, c'est eux الأيادي الخارجية. شكون اللي عامل التآمر مع فرنسا ومع الإمارات ومع شكون؟ إحنا. Ben non, nous on n'a aucun contact. شكون اللي عنده les villas ou les affaires ou les usines en Europe ou les Émirats en Europe هما. Voilà, donc de quel شكون اللي autorisé les émirs du Golfe à venir massacrer le patrimoine synergétique protégé mondialement. Les gazelles et les outardes, c'est eux. Qui est-ce qui donne la gendarmerie, des groupements entiers de gendarmerie pour veiller sur quelques princes qui chassent, qui deviennent leurs esclaves. Voilà. Le blason de la République de casquette. Hamza Jaoudi, min khayrat shabab l'Algérie, en fait. Tout ce qu'on peut avoir de meilleur. Il a passé combien de temps en prison parce qu'il a révélé que les Émirats, ils ont la même mise sur les ports en Algérie. Oui. Il me parle de Ayadi Kharijia. Oui. Il ne faut pas se moquer du monde. Voilà pourquoi je les entends. Parce que mon idée, elle est faite. Comme des millions d'Algériens. On le sait, on les connaît. Il y a des gens qui les écoutent et qui croient à ce qu'ils leur disent. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission. Bien sûr, mais une minorité, et ça ne changera pas le fait que les gens vont sortir le 22 février, pas parce que ça a été demandé par l'extérieur, oui. Pas parce qu'il y a eu un hashtag par telle ou telle personne, parce qu'il le faut. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire là, parce qu'ils sont effrayés, il y a quelque chose qui leur a échappé maintenant à cause des grâce aux réseaux sociaux, de ce qu'ils ont pu maîtriser dans les années 90. En fait, quand ils ont mis fin au processus électoral, et il y a eu l'inqilab, en fait, ils ont eu la même mise sur un i'lam qui est devenu lui-même Doubeb. Absolument. C'était un i'lam Doubeb. S'il y avait des réseaux techniques à ce moment-là, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait. Exactement. Donc, en fait, dans les années 90, ils ont pu le faire parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, ils voulaient reproduire la même chose. No way, on ne peut pas. Ils ont une génération... Même s'ils mettent 450 milliards de dollars de centimes. C'est fini. Ils ne sont pas à vendre les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ne vont pas être tentés, certains? Mais bien sûr, mais il y en a qui ont été tentés déjà. Il y en a déjà qui ont rejoint. Mais bien sûr, pour dessous, pour moins que ça. Pour moins que ça. Par contre, en fait, ce qui leur échappe maintenant, c'est que les Algériens, kbar ou srar, il ne faut pas oublier M. Neili Fitbissa, 71 ans, je pense qu'il va sur ses 72 ans. Il est en prison pour une publication sur Facebook. Oui. Donc on a des gens qui sont presque octogénaires qui ont accès aux réseaux sociaux. Ça les effraie. Donc ça, c'est des effets d'annonce qui n'ont rien en fait de mais ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils récupèrent cet espace. Sinon, c'est mortel pour eux. Quand on dit « il le faut », ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, en fait. Qu'ils vont réussir. Ça, exactement. Donc, en fait, il ne leur reste rien, c'est du bluff. Houma Haslin fait la gestion par Shkair Hlib. Franchement, on va parler d'1 milliard sur des réseaux sociaux. C'est vrai. Donc, en fait, c'est une question de bon sens, après, au bout d'un moment. Et c'est pour ça que je ne les écoute plus, en fait. En fait, on va essayer d'analyser un petit peu ce qu'elle a dit, Belhimr. Il faut revenir un petit peu avant. Enfin, sur le plan physique, on dit à toute action, il y a une réaction. Oui. Toute révolution, il y a une contre-révolution. Dans les révolutions bolcheviques, dans la révolution française aussi. Ça va de soi. Robespierre, pour complètement anéantir la guerre de la Vendée, il a envoyé des éclaireurs, dire celui qui dit Dieu est roi, il faut lui couper la... Voilà, il faut le tuer.
Donc ça, c'est une donnée intrinsèque, on la connaît. Maintenant, si on va revenir du contexte Tana, Belhiber, il a dit deux choses. Il a fait le magazine Al-Massa, il a dit que le Maroc, il est en train de recruter des centaines d'agents pour attaquer l'Algérie. Oui. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Algérie, le gouvernement illégitime, il est en train de préparer un certain nombre de lois pour bloquer quoi? Pour bloquer quoi? Pour bloquer les actes hostiles qui exploitent l'espace numérique, numérique pour diffuser, car ils diffusent leur poison malveillant. Au fait, ça c'est quoi? C'est pour préparer l'opinion publique algérienne à une restriction et moins de liberté. Ça veut dire, attention, l'espace numérique, il va être exploité. Il y a des actes hostiles contre l'Algérie, donc c'est juste pour y préparer, c'est-à-dire pour resserrer encore les vis sur la liberté. C'est déjà, l'Internet au niveau de l'Algérie, c'est l'un des plus mauvais au monde. Le débit est réduit de façon à ce que pour voir une vidéo, vous mettez 1 heure. Mais quasiment, déjà... oui, tout à fait. Mais après, vous savez, il a l'habitude des sorties un peu puériles. Hein, quand il a condamné le Parlement européen, après la France, maintenant le Maroc. Tout ça, c'est pour ressouder le peuple. Tout ça, c'est pour travailler l'opinion publique. Et tout ça pour complètement anéantir, parce qu'il sait que le Hirak, que toute la force du Hirak se joue sur les réseaux sociaux. Oui. Vous trouvez un youtubeur, il y a des personnes qui font des lives vraiment très virulents, enfin pour le système. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il dit que la bataille se joue sur les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que la reprise, maintenant, parce que personnellement, je vais sortir le 22, le 21 à Paris. Moi, je souhaiterais, je ne suis pas là pour demander aux personnes de sortir ou pas, parce que, voilà, moi, je souhaite vivement que tout le monde sorte, parce que ça, c'est le destin du pays. Ça, c'est le destin de l'Algérie. Maintenant, ça se joue sur quoi? Ça se joue sur les réseaux sociaux. C'est ça, maintenant, c'est la seule carte où il va essayer de faire pression. Est-ce qu'il va... Parce que comme l'a dit Farida, dans les années 90, s'il y avait les réseaux sociaux... Non, s'il y avait les réseaux sociaux, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait. Et là, ils sont en train de se dire, ces réseaux sociaux, finalement, ils nous empêchent de faire ce qu'on veut faire. Donc, est-ce qu'ils vont réussir? Ils ont annoncé. Nous allons devoir créer des sites, donner de l'argent à un site pour les retourner. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Personnellement, ils sont capables de trouver l'argent. 400, comme il a dit. C'est pas beaucoup, 450 milliards. Si un site vaut 1 milliard ou la 450... Non, je ne disais pas qu'ils ne pouvaient pas trouver l'argent. C'est qu'ils trouvent l'argent quand ils le veulent. Oui, tout à fait. Par contre, le peuple, quand il crève, par contre, là, pour les sortir, bien sûr qu'ils vont les sortir, l'argent. L'argent, il est pour eux. Tout à fait. fait le club des pains. ما على بالهمش بلي ما كانش كاير الحليب هما ما il sait pas يشرب الحليب تاع البقره. ما يشربوش هما السكاير هما. يشربوا كونديا. Voilà, non, mais même ils sont trop branchés, ils veulent plus de lactose هما. Ah oui. C'est ailleurs. Matin léger. Alors non mais c'est donc 1 milliard 450 milliards, ils vont revendre. Moi, j'ai toujours dit, la revendication sociale, le régime militaire, il est capable, il est dans sa capacité, dans sa possession de satisfaire une revendication sociale. Quant à la revendication politique, c'est autre chose. Revendication politique, c'est le siège. Blasto, c'est pas la même chose. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, il faut de la pédagogie, de la coordination à l'intérieur du pays. Il faut une coordination. Ceux qui sont sortis pour les revendications sociales, il faut qu'ils transforment leur revendication sociale en revendication politique. Et ceux qui sont sortis pour la revendication politique, qu'ils restent dans leur revendication politique pour faire une homogénéité de revendication politique et aller de l'avant. Parce que maintenant, l'argent, elle manque. Il reste combien? Il reste 20 milliards, ce n'est pas 35 milliards. 20 milliards, et pour assurer la durée de l'importation, c'est quoi? 9 mois maximum, 1 an. Et après? Après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, à partir de 2022, on va taper, je veux dire, aux portes du FMI. Donc forcément, c'est quasi impossible. L'argent pour acheter la paix sociale et pour se maintenir, ce n'est pas possible. Donc il est en train... C'est pour ça que l'éventualité d'une guerre peut paraître salvatrice à un tel régime. Parce qu'une guerre, ça permet
d'étouffer toutes les voix et de faire ce qu'on veut par la force. Et oui, mais c'est un suicide pour lui. En fait, c'est quasiment. Je pense que le monde entier va se retourner. Non, c'est pas possible. Moi, je n'y crois pas. Alors, on a oublié de vous poser la question sur est-ce que ce régime est capable de s'amender, de se transformer en système vertueux, mais nous allons y revenir. Assia Guichoud, sur cette question des sites Internet que le régime tente de récupérer et de les retourner contre le Hirak sous prétexte de les retourner contre le Maroc. J'ai envie de dire vraiment, enfin, d'après ce que j'ai entendu, j'ai envie de dire pauvre chou, parce que ça me fait rire en fait, cette théorie complotiste comme quoi, en fait, ils sont responsables de rien, ça vient d'ailleurs, il y a des kharidjia, ou là des personnes qui ont récupéré le Hirak pour se mettre contre eux, des sites internet, le Makhzen. Bientôt, ça va être des extraterrestres qui sont venus juste pour les embêter. Mais franchement, ce qu'il va falloir qu'ils trouvent comme solution, c'est une technologie pour pouvoir changer le cerveau de chaque Algérien. C'est-à-dire que les 40 millions d'Algériens, il va falloir qu'ils leur changent leur cerveau. Parce qu'aujourd'hui, les Algériens ont compris que le problème, c'est ce régime. Voilà, mais c'est-à-dire que vraiment là ça devient pathétique, ils ne savent plus quoi inventer et on le voit bien depuis 2 ans. Monsieur Benchenouf, on a commenté souvent leurs réactions, leurs actions, souvent elles ont été pathétiques à la hauteur de leur comment dire, c'est assez dérisoire comme réaction, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à proposer. Donc aujourd'hui, ils disent qu'il y a des sites internet qui sont contre eux, des gens qui sont contre eux, mais ça ne fonctionne pas. Non, ils ne disent pas ce sont des sites qui sont contre nous. Ils disent ce sont des sites qui sont contre l'Algérie. Oui, c'est différent. Eux, ils ne sont pas contestés. Eux, ils sont l'Algérie, eux. Oui, c'est ça. Pour eux, l'Algérie, c'est eux. Voilà. C'est ça, M. Benchenouf. C'est que pour eux, l'Algérie, c'est eux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'écoutent aucune revendication du peuple, aucune. Hier, il y a des gens qui sont sortis à Ouagla pour demander leurs droits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont attaqués. Ils sont sortis, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ne sont pas sortis au nom du Hirak, même si ce sont des revendications aussi du Hirak. Ce sont des droits fondamentaux de chaque citoyen. C'est ce que revendique aussi le Hirak. Mais ces gens-là sont sortis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés les taper. Ils ont interpellé 4 personnes. C'est des gens du peuple. Mais ils ne les considèrent pas comme étant du peuple. Ils les nient totalement. C'est une guerre qu'ils ont déclarée au peuple algérien. Et ils considèrent que l'Algérie, c'est eux. Voilà. Donc tout ce qui les attaque, finalement, tout ce qui remet en question leur politique, leur fonctionnement, jusqu'à maintenant, ce sont des attaques pour eux. Contre le régime, non pas contre l'Algérie tout entière, parce qu'ils se disent être l'Algérie finalement aujourd'hui. Et vous pensez qu'ils vont pouvoir déstabiliser les réseaux sociaux, pouvoir les acheter, les corrompre? Non, ils n'ont pas cette possibilité parce que, bon, c'est vrai que Facebook, c'est devenu le moyen le plus important de communication en Algérie, chez les jeunes, les moins jeunes, voilà, tout le monde utilise Facebook. YouTube aussi. Oui, YouTube, mais par le biais de Facebook finalement, parce que les gens partagent énormément sur Facebook, beaucoup moins Twitter ou Instagram, etc. Facebook, c'est vraiment le moyen de communication, tout le monde l'a. Twitter, qui me goulent les Algérois, Twitter, c'est la Talachiti. Oui, Twitter, c'est moins accessible. Voilà, c'est moins didactile, c'est-à-dire qu'on a moins la possibilité de l'utiliser. C'est vrai que c'est moins fluide. Oui. Mais Facebook, c'est vraiment utilisé par pratiquement tous les Algériens. Ils n'ont pas la possibilité de l'infiltrer. Pourtant, ils essayent. Il y a une contre-révolution, on la connaît. Hein. Nous ne sommes pas non plus ignorants de ce qui se passe. Qui sont ces contre-révolutionnaires? On les suit. On les a identifiés en grande majorité. On ne leur prête pas plus d'importance que ça, parce que finalement, c'est leur donner une certaine tribune et les mettre au devant de la scène. Il faut les ignorer totalement. Mais ils n'arriveront pas à infiltrer totalement tous les réseaux, et c'est impossible. Vous voyez bien que les grands youtubeurs, les personnalités qui sont présentes sur Facebook,
Il y en a certains comme Amir DZ qui remplit un stade. Hein. Il a 80 000 personnes qui le suivent lors des lives. Et ça, ce n'est pas rien. C'est tout de même... voilà, c'est tout de même un public très, très important. Oui, mais il y a aussi de l'autre côté des gens que nous ne citerons pas, des youtubeurs proches du régime qui sont très suivis aussi. On ne peut pas le nier. Oui, pas tant que ça. Je pense que par curiosité, enfin moi, il m'arrive aussi de les suivre et d'écouter pour voir un petit peu ce qui se passe dans leur petite tête, mais c'est pas pour autant que je leur donne crédit ou que les gens vont les écouter et les suivre. Voilà, parfois on les écoute aussi par simple curiosité. Je pense vraiment qu'ils n'ont pas la possibilité de changer quoi que ce soit par le biais des réseaux sociaux. Et restez avec nous, Assia. Vous vouliez dire quelque chose avant de donner la parole à Mahrez? Oui, au fait, moi je dis, il y a des youtubeurs qui sont pro-régime. Donc, il y a cette contrebalance, vous avez une action, vous avez une réaction. Donc après, il y a un déséquilibre de force. Le plus important, c'est que la force du Hirak sur les réseaux sociaux doit prendre le dessus sur les leurs, tout simplement. Ouais. Il faut pas nier. C'est le cas. C'est le cas, absolument. Très largement. Largement, heureusement. Mais il faut tenir un discours de vérité parce que aussi, au fait, ils bataillent pour se maintenir. C'est le Hirak de prendre aussi. D'ailleurs, c'est le cas. Et voilà, c'était pour répondre par rapport à ça. Alors, Mahrez, sur cette question. Mahrez. Très bien. Je t'écoute bien. Là, je t'entends bien, Jamal. Très bien. Donc, nous étions en train de parler, parce que vous avez été coupé, me dit-on, depuis la régie. Nous parlions des réseaux sociaux. Est-ce que ce régime peut les retourner, comme il l'espère, en sa faveur, les retourner contre le Hirak, du moins pouvoir semer le doute en leur sein, la zizanie? Est-ce que c'est dans ses moyens? Est-ce que c'est dans ses compétences? Bon, concernant les moyens, certainement il a les moyens. Et les compétences, je ne pense pas, parce qu'il a déjà essayé pendant le Hirak avec des milliers de personnes engagées dans une stratégie de diversion à travers les réseaux sociaux, ce que les Hirakistes appellent à nos jours d'ailleurs le bubble électronique. Et je pense qu'il est important d'analyser ce phénomène-là, parce qu'on constate effectivement, sans pour autant rentrer dans les détails et dans les profondeurs des choses, que c'était une stratégie bien étudiée, bien structurée, bien organisée. Je dirais que c'est une entreprise de production, de propagande, de diffusion dans le cadre de la diversion. Mais qui m'appelle Farida, à chaque fois qu'on entend, moi aussi ça m'arrive des fois quand je vois un peu les déclarations des gens du système, on a une forme d'un vertige politique énorme, parce qu'effectivement, on a déjà entendu ce genre de déclarations depuis longtemps. Ils sont toujours fidèles à ces déclarations, à ces questions de théorie du complot, à la recherche de boucs émissaires ou questions de détournement, parce qu'effectivement, leur stratégie de communication et gestion de crise, elle est basée essentiellement sur la stratégie de refus, négation au silence, et la stratégie de projet latéral, c'est-à-dire le bouc émissaire et le détournement. Bon, mais au-delà des déclarations des gens du régime, mais ils sont dans leur logique. Je pense que ça démontre un peu que, effectivement, au jour d'aujourd'hui, on est dans cette ancienne Algérie, on est dans les mêmes pratiques du même régime. Mais juste, j'ai Jamal rapidement développé du moins trois éléments essentiels. Le premier, effectivement, aujourd'hui, en 2021, ceux qui maîtrisent la révolution cybernétique, ceux qui ont les moyens et les compétences, bien évidemment, peuvent faire beaucoup de choses. C'est une arme une arme assez importante que les puissances internationales utilisent d'une façon bien sûr importante. Et ceux qui détient cette arme détient aussi la maîtrise en matière de diffusion d'informations et de révolution cybernétique. C'est c'est important, ça c'est au préalable, ça c'est une évidence. Mais qu'est-ce qu'a fait le régime algérien par rapport à cette question de révolution cybernétique?
à part de mettre des lois de censure, à part de censurer les sites internet, à part de refuser l'agrément à ceux qui veulent créer des journaux électroniques, à part censurer, comme j'ai dit tout à l'heure, des sites. À part mettre des cyberdissidents en prison. Effectivement, à part de mettre les activistes qui travaillent sur Internet et qui militent sur Internet en prison, effectivement, à part de mettre des textes de loi liberticides. Ça, c'est un point important qu'il faut le poser. Deuxième élément, je pense qu'effectivement, pour mettre fin à cette question de théorie du complot, moi, je crois que c'est pas du populisme, mais moi, je crois que le peuple algérien, il peut facilement déjouer les enjeux, que ce soit internationaux ou nationaux. Il est conscient, je fais confiance au peuple algérien parce qu'il l'a démontré sur le terrain pendant 2 ans. Il n'a jamais cessé de revendiquer effectivement cette Algérie démocratique et libre. Il n'a jamais cessé de défendre les intérêts de l'Algérie. Il n'a jamais cessé effectivement de défendre l'Algérie haut et fort. Donc aujourd'hui, dire qu'il y a une fragilité à l'intérieur à travers une forme d'attaque extérieure, c'est de remettre un peu, de remettre en cause l'intelligence du peuple algérien. Ça, je l'ai dit, c'est loin du populisme, mais c'est une réalité, c'est quelque chose qui a été démontré d'une manière rationnelle. Et il y a des exemples, effectivement, comme je les ai soulignés la semaine passée lors de ton émission à Jamal. Troisième élément, rapidement, admettant qu'il y a un danger extérieur. Bien évidemment, entre guillemets, la géostratégie, ce n'est pas une question de relations d'amour ou d'amitié, c'est des relations d'intérêt, de pression. Admettons qu'il y a ce danger. Mais qu'est-ce que le système a fait? Au contraire, il a fragilisé le rang interne. Il n'a pas écouté le Hirak. Il a mis des gens dans les prisons. Il refuse la liberté. Il met des textes de loi liberticides. Il est en train de jouer encore son jeu, c'est-à-dire depuis longtemps, l'autoritarisme, la dictature, la division des Algériens, etc. La division des Algériens, la discorde. Division, effectivement. Donc aujourd'hui, pour faire face à n'importe quel danger extérieur, il faut aujourd'hui renforcer le rang national. Comment renforcer le rang national? C'est tout simplement de satisfaire les revendications du peuple. Le peuple est sorti comme un seul homme et comme une seule femme pour dire clairement et solennellement changement radical et pacifique du système, et on voit le même système. Le peuple demande la liberté, il demande le respect de la dignité des Algériennes et des Algériens. Il y a Walid Naqish qui fait une révélation, une déclaration incroyable. Il a été touché dans sa dignité. Le Hirak est sorti pour demander adala ijtimaïya, adala mustaqil. Là, on entend le contraire. Le Hirak demande que tous ceux qui ont participé, comme l'a dit tout à l'heure Farida, on a vu que les mêmes personnes, les mêmes gens, les mêmes ministres, ils sont revenus. Ils sont des ministres maintenant, ils sont nommés un peu partout. Et la même justice qui a fait rentrer certains parmi eux en prison les a fait libérer au point où un journal a titré Khaled Nazar retrouve son honneur. Effectivement, au moment où le peuple demande clairement la prise en charge de toutes ces revendications, et le pouvoir il est en train de diaboliser le Hirak. Au moment où le peuple demande clairement le passage d'un système autoritaire vers un système démocratique, le pouvoir il est en train de reproduire les mêmes mécanismes qui lui ont donné sa naissance ou qui lui ont assuré du moins sa pérennité. Et restez avec nous, Mahrez Bouich. Je reviens à vous, Farida Hamidi, pour une question quasiment existentielle. Est-ce que ce régime peut s'amender, supposons que demain, il se réveille de bon matin, tous ses membres comme ça, ils se disent on a trop fait de mal à ce pays, allez, on va changer, on va devenir productif, nesmelah, on va plus voler, on va plus tuer, on va plus téléphoner à la justice, on va plus ordonner aux journalistes d'écrire ce qu'on veut, on va faire la séparation des pouvoirs, la démocratie, le travail pour tout le monde, plus de corruption. À supposer qu'il le veuille vraiment, est-ce qu'il le peut? Est-ce que ce n'est pas antinomique à sa propre nature?
Mais ça, Jamel, c'est ton fond à toi qui dit ça. Mais parce que toi, tu as un fond qui tend vers la vertu. En fait, tu dis ça. Merci. Sauf que quand on est vite rattrapé par la réalité, elle est beaucoup plus moche que ça, en fait. On peut, faire et de chez il a eu. Donc il faut déjà qu'ils aient en eux un minimum d'intégrité pour tendre vers la vertu, en fait. C'est qu'ils ne l'ont pas, ils ne l'ont jamais possédé. Là, on a un groupe de généraux qui partagent quelque chose de très grave, des exactions, des choses qu'ils ont commis ensemble. C'est ce qu'ils partagent. Ils ont une histoire moche contre le peuple. Et ils ne peuvent pas faire autrement, en fait. Ils sont complices dans l'histoire. Donc, ils sont là pour ça. Ils ne peuvent pas se réveiller du jour au lendemain pour essayer de renouveler ou de faire autre chose. Ce qu'ils ont fait est inimaginable, en fait. Et justement, c'est pour frapper l'imaginaire, et durablement. Et c'est ce qui s'est passé avec, justement, ce jeune-là, Walid Nekish, qui, par miracle, en fait, et il est arrivé, et il a dit quelque chose. Et je le répète encore, qu'il est devenu un symbole parce qu'il n'a pas fait ça pour lui, mais il a fait ça pour que ça n'arrive plus aux autres, en fait. Parce qu'ils savent maintenant que ça, maintenant que ça a été révélé. Très courageux. Et ça a encouragé, notre société, ça a encouragé d'autres personnes à faire ces révélations-là. Le Hajj Ali Belhaj, quand il a intervenu dans votre émission, dans une émission de Mararibi de Aouras TV, il a raconté qu'il a subi les mêmes sévices, et il y en a d'autres. Donc tout à l'heure, en fait, quand vous parliez du Maroc qui recrute des agents pour attaquer l'Algérie, mais les propres agents d'Algérie attaquent les citoyens algériens, parce que Walid Nekish, il a bien insisté sur le fait que c'était pas la police qu'il a... Et d'ailleurs, le procès, l'instruction a été balancée vers le parquet militaire. Eh oui, mais c'est pour mieux... Ça veut dire qu'ils reconnaissent, c'est un aveu. C'est un aveu, mais voilà, c'est encore une fois un subterfuge, en fait, pour qu'il n'y ait pas suite. Pour étouffer l'affaire. Voilà, mais il y en aura, parce que l'affaire, elle sera aussi portée à l'international, et ça leur fait peur, en fait, comme les réseaux sociaux. Donc, vous voyez qu'on ne peut même pas, on peut pas l'imaginer, où on revient toujours, en fait, au précepte du Hirak, yitnahaw ga'. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir aller vers autre chose de nouveau. Je ne sais pas si c'était le mot de la fin ou pas. Je reviendrai vers vous à la fin, puisque je ne vous ai pas averti, pour vous donner 1 minute. Alors, Lies, c'est le dernier tour de micro. Cette question. Oui, tout à fait. Ça veut dire, est-ce que demain, par exemple, les généraux peuvent mettre en marche séparation des pouvoirs, quitte à courir le risque d'être convoqués par la justice ? Tout à fait. De permettre la liberté de la presse, quitte à être dénoncé. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Moi, je ne sais pas si la question elle est à vocation destinée pour un psychologue, un sociologue, mais je vais répondre sur le plan rationnel. Pour un Algérien. Voilà, sur le plan cartésien, on va dire comme ça. Ce système, ce régime, il n'est pas enclin au changement. Il ne veut pas le changement. Ça y est. Il ne veut pas ou il ne peut pas? Non. Entre vouloir et pouvoir, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il est comme ça, c'est sa nature. Depuis 1962, c'est sa nature. C'est la nature même du régime, intrinsèquement, elle est comme ça. Est-ce qu'il peut? Oui, il peut, parce qu'il a tous les moyens. Pourquoi il est en position de force. Il a la Kalachnikov, monsieur Benchenouf. Il a la force. Il a l'argent. Il a l'argent, il a les médias, il a la presse Toutes les internationale. institutions, pseudo-institutions. Toutes les pseudo-institutions sont à côté de lui. Il faut savoir que la France la France officielle de Macron, elle est du côté du régime. Oui. Les États-Unis, il faut le savoir aussi, les États-Unis. Donc, toutes les puissances mondiales. Oui, tout à fait. Donc, la Russie, la Chine. La Russie, quasiment. Même l'ex-chef du Pentagone, quand il est arrivé à Alger, peut-être il voulait s'assurer si, dans la Constitution, si l'armée algérienne, elle était enclin à sortir territoire pour sous-traiter. Donc forcément, le régime, au fait, même la Constitution n'était pas faite pour la consommation intérieure, elle était faite pour l'étranger, pour les institutions internationales et pour les pays étrangers. Les offres de services. Les offres de services. Il est en train d'offrir une prestation de service au détriment du peuple algérien. Moi, je dis, je ne sais pas ce que je dis, il faut peut-être à un certain moment, il faut cesser les constats. Certes, les marches, c'est très importante. La reprise des marches, c'est importante, mais il faut aller crescendo encore. Il faut de la désobéissance civile, il faut de la grève générale,
il faut trouver d'autres créneaux pacifiques, bien sûr, pour pousser ce régime au retranchement. Est-ce que, juste, je me pose une question, est-ce qu'une marche d'une seule journée suffirait pour faire partir ce régime? Non. Il faut beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus. Désobéissance civile, je dirais, ne pas s'acquitter, ne pas payer les factures. Il ne faut pas payer les factures. Oui, c'est une forme de désobéissance civile. La grève générale, elle est destinée pour les actifs. Mais encore faudrait-il être organisé, structuré, parce que désobéissance civile, ça peut se retourner contre la société. Si elle n'est pas organisée, imaginez une grève générale dans la situation où nous sommes. Des actifs, je dis bien des actifs. La grève générale, c'est des actifs, c'est des syndicats. Ils sont les syndicats, ils sont les partis. C'est absence, le peuple, il est seul, il est démuni. Justement. Mais c'est pour ça qu'il faut y penser sérieusement. J'ai toujours dit qu'il faut structurer le Hirak. Après, il dit attention, le Hirak, si on le structure, pas de représentativité. La structuration est une chose, la représentativité ou la représentation est une autre. Mais nous voulons le minimum qu'il soit structuré pour savoir où va-t-on, parce que voilà. Merci. Alors, Assia Gchoud et Maher Zabouich, le mot de la fin, le dernier tour de micro. Assia Gchoud. Oui, alors je suis d'accord avec Lies. Je le rejoins quand il dit que c'est sa nature et qu'il ne peut pas faire autrement. Ce régime, pour répondre à votre question, M. Benchenouf, si demain ce régime décide finalement de déposer les clés, de dire voilà, je vous laisse le pays, sa nature ne lui permet pas de le faire dans un premier temps et il n'en a pas la possibilité. Par contre, là, je ne suis pas d'accord avec Lies, et quand il dit qu'il a tous les moyens, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il a beaucoup moins de moyens. Il est dans une situation extrêmement critique. Il est lâché de plus en plus dans ses propres rangs. Et il y a une véritable division dans les clans. Il y a une crise très importante qui se prépare et qui est en cours d'ailleurs, mais qui sera de plus en plus grave. 2021-2022, ça va être vraiment une situation critique pour le pays. Je ne pense pas qu'il a les moyens de se maintenir. Sur le plan extérieur international, ils vont être lâchés de plus en plus. Le dernier cas de Walid Naqeish va faire beaucoup de bruit parce que c'est déjà dans les instances internationales. Ça a été porté à la Commission contre la torture aux Nations Unies. Il y a d'autres cas, les langues sont en train de se délier. Il y a de plus en plus de témoignages que nous allons récolter pour pouvoir faire des rapports et les porter aussi aux Nations Unies. Donc je pense qu'à l'international, ils seront aussi lâchés de plus en plus. Je ne pense pas qu'ils pourront se maintenir. C'est à nous de finalement taper fort le dernier coup pour les assommer. Donc la sortie du 22, bien sûr qu'il y aura d'autres sorties, c'est-à-dire que c'est simplement une reprise de la rue pour redynamiser, mais la suite des événements, ce sera la désobéissance civile, bien sûr, et d'autres sorties beaucoup plus importantes partout dans toutes les wilayas. Merci. Alors, Maher Zabouich, dernier tour de micro. Je pense qu'effectivement, le Hirak offre à l'Algérie et au peuple algérien une solution exemplaire. Le Hirak aujourd'hui, effectivement, non seulement c'est un événement historique extraordinaire, mais aussi un projet de changement pacifique extraordinaire. Malheureusement, le système il s'entête, il ne veut pas prendre en considération les revendications du Hirak et les revendications du peuple algérien d'une manière générale. Mais peu importe le temps, demain ou après-demain, ou dans 10 ans ou 20 ans, comme disait d'ailleurs Ibn Khaldoun dans son fameux ouvrage Tarikh al-Arab ou al-Barbar min Ashara min Dawi le Sultan al-Akbar, il le dit clairement que chaque dynastie, chaque régime disparaîtra avec la disparition de la Asabiyya qui compose sa substance ou son moteur d'existence. Ce régime, dans 20 jours ou une année ou 2 ans, va finir par disparaître, bien évidemment, parce que la Asabiyya sur laquelle il repose ou avec laquelle il marche depuis 62 va disparaître aussi avec le temps. Et je pense effectivement... Avec le temps et la disparition des moyens de ces méthodes, ça veut dire l'argent, la rente. Oui, il a des moyens à court terme, mais je ne pense pas qu'il va avoir les moyens à long terme, parce qu'effectivement, il y a la question de la crise économique qui va
qui va venir. Il y a la question effectivement des réserves de change qui ne cessent aujourd'hui de s'amoindrir, effectivement, mais à court terme, je pense qu'il va essayer d'utiliser tous les moyens, mais à long terme, il va avoir un problème d'endurance, c'est clair, parce que le peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est conscient, il est mûr, et il peut facilement déjouer les enjeux les plus profonds, et il a la capacité, comme il a pu le faire pendant 12 ans. Aujourd'hui, le système il doit comprendre une seule chose, que le peuple algérien il a bien compris les leçons de l'histoire, et il est temps qu'il laisse le peuple algérien de mettre en exergue son autodétermination, c'est-à-dire de mettre en exergue les revendications politiques et sociales du Hirak, qui sont effectivement très claires et très profondes. Donc moi je salue le peuple algérien et je sais qu'il va arriver. Juste un dernier mot en 10 secondes, qu'il ne faut pas tomber dans le piège de relier le Hirak au 22 ou au 16, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui effectivement, quand le peuple décidera de sortir en force, il va sortir comme il a l'habitude de le faire depuis le 16 février 2019 à Kharata jusqu'au mois de mars, et comme il a l'habitude de le faire, la diaspora algérienne à l'étranger, qui a prouvé aussi son attachement à l'Algérie libre et démocratique, et c'est ce qui cherche le peuple algérien, une Algérie libre, démocratique. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Farida Hamidi, pour le coup, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, juste pour revenir, oui, effectivement, il est en train de, il est aux abois, hein, ce régime-là, il est fini, il va finir de toute façon. Après, pour ce qui est du soutien étranger, effectivement, il avait le soutien. De toute façon, il allait le perdre. Mais il y a des événements, et là-dessus, peut-être une émission entière là-dessus. Hein. C'est suite à l'installation, justement, de leurs agents dans la région du Sahel pour faire croire au terrorisme. Et puis après, voilà, c'est ce qui a fait qu'ils ont regagné en crédibilité pour la lutte contre le terrorisme. Il y en a 3 qui sont toujours présents. Hein. Chengreha, qui avait l'Khdariya dans les années 90, où il y a eu quand même des exactions. Tawfiq et Nazar. Donc, je ne pense pas que la France ou les États-Unis ou d'autres pays vont salir leur réputation pour des vieux croutons qui ont fait leur temps. Ça y est. Surtout que maintenant, l'administration Biden, en fait, elle a déjà laissé tomber Saoudia ou Yémen. Oui. Et avec les révélations de Nekish, il va y avoir encore des laissés pour compte. Hein, voilà. Ils ne peuvent pas les soutenir, en fait, ad vitam aeternam. Donc, ce n'est pas possible. On arrive à la fin. Par contre, c'est à nous maintenant de jouer une diplomatie de remplacement. C'est à nous, notre rôle est là. Et le mot de la fin, justement, c'est que samedi, on organise le 13 février, il y a une marche. Déjà, c'est l'échauffement, hein, l'entraînement pour le 21. Comme ça, on sera bien échauffé pour le 21 et on sera nombreux. Enthousiasme. Ah oui, il faut, voilà. Donc, le 13, on sera nombreux. Venez parce que c'est comme ça, la diplomatie de remplacement. Métro Belleville, à partir de 12h30, on va se dépêcher d'arriver au consulat. Donc, on va marcher de Belleville jusqu'à Nation, où il y a le consulat d'Algérie, en fait. Et cette marche-là, c'est suite aux révélations de Nekish, donc stop à la torture. C'est une contestation et c'est même pas une demande, en fait. C'est qu'il faut que ça s'arrête, comme je le disais tout à l'heure. On ne demande rien, on va l'arrêter. Donc, on ne torture plus le peuple algérien chez lui parce qu'il veut s'exprimer librement. Ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, venez nombreux parce que la diplomatie, elle commence par là. La dernière fois, il y a 2 semaines de ça, on a fait une marche un peu du même genre. C'était pour Nekish et les autres détenus, en fait. Et il y avait beaucoup de gens qui nous arrêtaient dans la route, sur la rue, pour nous demander ce qu'on faisait et pourquoi on faisait ça. Et ça commence par là jusqu'à ce qu'on ait accès à d'autres instances beaucoup plus importantes. Farida Hamidi, merci beaucoup. Liaz Jbeili, merci beaucoup. Asia Geshoud, merci beaucoup. Maher Zouish, merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. On me dit qu'en France, la diffusion a été, on ne sait pas encore pourquoi, qu'elle a été bloquée, mais vous pourrez la revoir en rediff et vous pouvez la revoir sur YouTube et sur Facebook. Merci beaucoup. Tsbaou la khair, bqaou ala khair.